Zone Europe, le best-of. Bonjour et bienvenue dans le best-of de Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Au sommaire de ce best-of, les droits LGBT et la lutte contre les inégalités femmes-hommes avec l'eurodéputée autrichienne Evelyne Regner. Et tout de suite, Laurence Farrand, l'eurodéputée française, nous en dit plus sur le programme Erasmus pour les prochaines années. Zone Europe, le best-of. Un budget revu à la hausse pour le programme Erasmus+, grâce à la détermination des députés européens. Je reçois aujourd'hui pour en parler Laurence Farrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et membre de la Commission de la culture et de l'éducation au Parlement européen. Alors, le programme Erasmus+ a obtenu 2,2 milliards d'euros supplémentaires. Son montant avoisine donc les 24,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Alors, comment se sont passées les négociations avec le Conseil et la Commission ? Alors d'abord, la première étape de négociation, comme vous le dites, ça a été la négociation du budget, parce que le budget, c'est le nombre de gens qu'on peut faire partir en plus. Donc ça a été une bataille longue, comme sur d'autres sujets. Mais Erasmus+, était vraiment le sujet parmi d'autres, puisqu'il y avait aussi la recherche, il y avait aussi la santé, qui sont très importantes en ce moment, qui a été vraiment parmi les priorités des députés européens dont nous faisons partie, et dont je fais partie au sein de mon groupe Renaissance Renew Europe. Donc voilà, il y a eu beaucoup de poids mis pour ce programme. Ça a été long comme tous les budgets, mais notre détermination à payer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le montant global, parce qu'on parle beaucoup en ce moment avec des chiffres comme ça qui perdent de leur sens tellement il y a 2 milliards, il y a 2 zéros. Ce qui est important de dire, c'est que c'est 70% de budget en plus par rapport au précédent budget. Donc on est sur des périodes de 7 ans. Donc on a une hausse de 70% du budget d'Erasmus+. Donc c'est très appréciable pour ça, parce que ça veut dire que on pourra faire, ce qu'on prévoit, c'est de faire partir 10 millions d'Européens durant cette période. Donc c'est ça qui est important. Alors on va en reparler. En 2014-2020, rien qu'en France, près de 600 000 mobilités ont été financées dans le pays. Quels sont les objectifs justement pour la période 2020-2021 ? On sait des objectifs en nombre, mais aussi des objectifs verts, inclusifs, étendus et innovants. Alors les différents objectifs du programme, en effet, il y en a plusieurs. Donc il y a une première chose qui est il faut que ce programme y soit pour tous. Et là encore, je mets l'accent sur l'action du Parlement européen qui a ajouté une clause d'inclusion dans ce programme qui n'était pas prévue. Donc ça veut dire que tout le monde doit avoir le droit de partir, quelle que soit sa situation sociale, son lieu de vie géographique, mais aussi le fait qu'il soit ou non porteur d'un handicap. On a aussi intégré les adultes en réinsertion professionnelle, puisqu'ils doivent compter aussi, ils doivent avoir accès à ce que peut apporter une mobilité en termes d'acquisition de nouvelles compétences. Donc ça, premier point, inclusion, donc pas de barrière à la mobilité ou le moins de barrières possible. Donc ça veut dire plus de bourses parce que c'est souvent des personnes qui ont moins de facilité avec les langues ou qui, dans le cas de personnes handicapées, c'est des choses qui se préparent avec des accompagnants. Premier exemple. En effet, un programme plus vert, c'est très important parce qu'un programme pour les jeunes, majoritairement, qui n'incluait pas cette dimension, ce n'était pas normal. Donc j'ai moi-même travaillé sur un rapport qui préconisait certaines indications pour, en effet, notamment financer les mobilités vertes. Je continue parce qu'il y a encore plein de choses dans ce programme. Allez-y. Il y a aussi le fait que le programme il soit pour tous, donc qui va s'ouvrir à de nouvelles catégories de public. Il y avait déjà les collégiens, mais aujourd'hui, il va être ouvert aux écoliers du primaire. Donc, ça veut dire mobilité plus jeune, des nouveaux projets. Les enseignants des maternelles, mais aussi les enseignants des primaires, je l'ai dit. Les staffs sportifs, encadrants sportifs. Voilà. Et des clubs sportifs également pour en bénéficier. Voilà, exactement. Et très important, mobilité longue pour les apprentis. Parce que les apprentis pouvaient partir. Mais il y avait un frein majeur qui était que quand on a un apprentissage, on est à moitié dans une entreprise et à moitié à l'école, et que les entreprises n'ont pas vraiment envie de vous laisser partir. Donc il y a tout un travail qui a été fait pour que tout l'apport de la mobilité puisse être rendu possible par des mobilités plus longues. Alors des bénéficiaires élargis, vous en avez parlé, mais un autre aspect aussi qui vous tient à cœur, il s'agit des alliances pour les universités européennes. Oui, en effet. Donc il y a 3 initiatives qui ont été testées sous forme de projet pilote pendant le dernier exercice, donc, qui vient de s'achever, 2014-2020, et qui vont maintenant entrer dans le programme. Donc la première, c'est les alliances pour les universités européennes.
On va faire un petit cocorico parce que ça vient quand même de la France et du président de la République qui avait initié cette idée lors du discours de la Sorbonne, qui vise à vraiment former à la fois un enseignement d'excellence au plan européen, parce qu'il faut qu'on progresse dans les classements PISA notamment, mais aussi il y a une dimension de démocratisation de l'enseignement universitaire et le fait d'aller vers un vrai espace européen d'éducation avec un vrai diplôme européen. Donc ça, c'est encore de l'Europe qui se renforce et qui grandit. Actuellement, il n'y a pas de diplôme réellement européen. Ouais. Comment ça se passe pour un jeune Français qui fait ses études en Italie, en Espagne? Quand il revient, est-ce que son diplôme est quand même reconnu? Depuis le processus de Bologne, il y a en effet une reconnaissance et des acquis de diplôme, mais on n'a pas un beau diplôme avec les étoiles européennes. Donc ça, c'est l'objectif des alliances pour les universités. Qu'est-ce que ça apporterait de plus, justement, cette reconnaissance de diplôme au niveau européen? Ça veut dire un vrai partage de compétences et de savoir, donc uniformisé au bon sens du terme. Donc ça veut dire que tout le monde accède et est plus mobile sur son continent aussi. C'est aussi la reconnaissance de notre achèvement, de notre construction européenne. Donc c'est très souhaitable. Et vous avez aussi souligné sur les réseaux sociaux la création de centres d'excellence pour l'apprentissage et la formation professionnelle. C'est la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que tous les types de formations doivent être éligibles aux mobilités européennes. Et ces centres d'excellence pour la formation des apprentis, c'est le pendant des universités européennes, mais pour les formations qui peuvent être techniques, manuelles. Et donc là encore, à l'heure où on parle de transition écologique et de transition numérique, il est très important que tout le monde monte en compétences et surtout les partage. Donc c'est tout l'objectif de ce sujet. Alors ce programme sera aussi plus vert, on en a un peu parlé, mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il y aura des indicateurs sur lesquels vous allez vous baser, sur les financements, sur les mobilités plus écologiques notamment? Oui, indicateurs parce qu'on va pouvoir mesurer l'impact du programme, c'est très important. On avait à peu près tous les outils, mais ce n'était pas formalisé, donc ça le sera. Ce n'est pas pour faire moins partir les gens, mais c'est pour les faire mieux partir. Et surtout, il y a la question de la prise en compte de bourses plus élevées si on choisit un mode de transport plus vert. Pour faire court, le train par rapport à un avion low cost. Donc c'est de l'écologie incitative. Voilà, exactement. Et puis, dans beaucoup de cas, beaucoup de participants au programme préfèrent prendre le train. C'est leur choix aussi. Alors actuellement, les séjours à l'étranger ont été écourtés, annulés, voire remaniés. La crise sanitaire a bousculé le programme Erasmus et plus largement le quotidien de tous les Européens. Est-ce que c'est réducteur de dire que si les frontières sont fermées, il n'est plus possible, c'est la fin de l'Europe si les frontières sont fermées? Alors les frontières, elles ne sont pas fermées. Bon, elles ont, en début de la pandémie, on a eu un petit moment de flottement européen, on s'est vite ressaisi pour faire en sorte qu'on coordonne l'espace Schengen et qu'il soit ouvert. Après, il y a des clauses sanitaires qui peuvent varier encore selon les pays. Bon, il faut s'adapter, mais les frontières ne sont pas fermées, la mobilité est possible. Certes, il peut y avoir des zones de quarantaine et des choses comme ça, mais la mobilité reste possible. En revanche, forcément, le démarrage de certains programmes est perturbé. Moi, j'ai vu pas mal de jeunes là, dans les moments où on pouvait se voir qui attendaient leur mobilité et c'est ajourné parce que il n'y a pas, par exemple en France, on va revenir à l'université mais aujourd'hui c'est pas possible. Donc voilà, autant rester chez soi et repousser sa mobilité puisque ça a été rendu possible par la Commission européenne aussi. Justement, pour de nombreux jeunes, l'Europe, c'est la facilité de se déplacer, d'apprendre, de rencontrer d'autres cultures. Oui, mais aujourd'hui, on a un cas de force majeure. Personne, c'est pas la politique européenne, c'est la pandémie qu'on vit. Alors, avant de se quitter, on va passer au Money Time, une petite série de questions-réponses rapides. Tac, tac. Première question, de quoi l'Europe est-elle synonyme pour vous? De solidarité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de vivre avec cet épisode de la crise, le fait qu'on ait réussi à faire un plan de relance tous en commun, pour moi, c'est la solidarité. Quelle est votre destination préférée en Europe? J'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup l'Italie et j'espère en découvrir encore plus parce que je ne connais pas les 27 États membres. Quelle femme ou homme politique a, selon vous, le plus œuvré à la construction européenne? Alors vous me parlez à moi qui viens d'une famille politique centriste, qui est une famille pro-européenne. Alors je vous dirais que de Jean Monnet à Valéry Giscard d'Estaing, en passant par Simone Veil jusqu'à François Bayrou, on est une famille d'Européens. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? C'est de trouver les solutions
qui nous permettent de traverser ces grands défis. On a beaucoup de choses passionnantes qui sont vécues comme beaucoup de risques. Et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est le débat qu'on a ici dans cette institution et la manière qu'on a de trouver des solutions par le dialogue. Et enfin, à quoi ressemblerait l'Europe dont vous rêvez? L'Europe dont je rêvais, c'est une Europe qui est le premier continent en termes de puissance et d'influence, au sens positif du terme, c'est-à-dire parce qu'on aura réussi à évoluer sur la question de l'état de droit et des libertés. On est déjà en tête de pont, mais il faut encore qu'on progresse sur la question de l'environnement, sur la question du respect de notre planète et des personnes. Merci beaucoup, Laurence Sarang, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe. Merci beaucoup. Zone Europe, le best-of. Evelyne Regner, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée autrichienne, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, et vous êtes également présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Alors le français n'est pas votre langue maternelle, on le précise, mais vous avez bien voulu accepter cette interview. On vous en remercie. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont encore fréquemment confrontées à la discrimination et au harcèlement dans de nombreux pays de l'Union européenne. En Pologne notamment, cet été, certaines villes se sont autoproclamées zones libres de l'idéologie LGBT. Qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, bonjour à vous tous. Voilà, c'est vraiment un scandale, c'est incroyable. Pologne, ça c'est un pays, un membre de l'Union européenne. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est contre les valeurs, contre les principes, contre tout, voilà, qui est positif de l'Union européenne. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a des LGBTI free zones. Ça veut dire quoi? Il y a des individus, c'est ce qu'on a dit à nous, des bourgmestres, des villages, des petites villes qui décident qu'ils n'aiment pas les LGBTI. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation du gouvernement de protéger tous les gens qui sont en Pologne. Et donc, c'est une obligation, une responsabilité du gouvernement. Parce que moi, comme membre du Parlement européen, plusieurs fois, on a déjà demandé au gouvernement qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous devez respecter les règles. Et eux, ils ont dit, ce sont des cas individuels, c'est quelque chose qui se passait. Et là, on doit vraiment dire non. Il y a une obligation du gouvernement local et aussi national de protéger les LGBTI. Justement, au niveau du gouvernement, le président sortant, Andrzej Duda, a été réélu récemment alors qu'il a attaqué durant la campagne la communauté LGBT en déclarant, je le cite, « On essaie de nous dire que les LGBT sont des êtres humains alors que c'est tout simplement une idéologie. » La réélection de cet ultra-conservateur anti-LGBT en Pologne, est-ce qu'elle reflète le sentiment d'une majorité de Polonais selon vous? C'est une idéologie de dire que ça, c'est une idéologie. C'est-à-dire, le président Duda, ce qu'il a dit, c'est juste quelque chose pour ne pas parler des choses qui sont vraiment importantes en Pologne. Le chômage, la question sociale, tous les problèmes qui sont en Pologne aussi avec le coronavirus, mais déjà avant. C'est-à-dire, c'est une stratégie de divide et impera, une sorte de salami tactique de prendre un groupe de la population et de dire « Ah, il y a des problèmes, c'est une idéologie ». C'est-à-dire, ils parlent de quelque chose pour ne pas parler des autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Et qu'est-ce qui se passe avec la plupart de la population? La plupart est silencieux, c'est-à-dire eux ils créent un chaos et ils parlent des thèmes pour cacher les vrais problèmes dont c'est nécessaire de parler. Autre déclaration remarquée, celle du ministre de l'Éducation nationale polonaise, qui lui, au début du mois d'octobre, donc c'est assez récent, je le cite, a dit « Il ne fait aucun doute que l'idéologie LGBT fait suite au néo-marxisme et découle des mêmes racines que le nazisme. »
Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel acharnement contre cette communauté? On ne peut pas dire, et ça c'est les mêmes gens qui disent après que la Terre n'est pas ronde. Voilà, c'est juste, voilà, c'est une idéologie de bêtises. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? La situation semble se dégrader un peu partout sur le vieux continent. D'après l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 47% des personnes LGBT ont été victimes de discrimination au cours des 12 derniers mois. En Europe, c'est une situation qui vous préoccupe? Voilà, oui, vraiment. Et c'est très précieux, c'est ce que l'agence a fait. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire de vraiment surveiller la situation des droits de LGBTI régulièrement. C'est la même chose qu'avec les femmes. Souvent, on parle de quelque chose sans avoir vraiment les chiffres, les dates. Et maintenant, régulièrement, on reçoit vraiment des dates où on peut vraiment avoir confiance. Et ça, c'est la base vraiment pour changer la situation. Pour travailler. Super important. Nous avons des pays où c'est plus ou moins nouveau. Moi, j'aimerais bien dire, voilà, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu les chiffres avant, comment était la situation en Bulgarie, comment était la situation en Croatie avant le moment d'avoir tous ces dates-là. Moi, je pense que la situation pour les LGBTI était toujours très, très difficile. Maintenant, on a des chiffres et pour ça, on peut dire, OK, on fait quelque chose ensemble parce que, comme j'ai déjà dit, c'est contre nos valeurs. Alors justement, sur ce sujet, en février 2019, le Parlement européen a invité la Commission européenne à adopter un nouveau document stratégique visant à promouvoir l'égalité pour les personnes LGBT dans les années à venir. Qu'en est-il exactement? Voilà, moi j'attends maintenant avec impatience. Je ne sais pas encore ce qu'il est écrit, voilà le contenu, mais j'espère que c'est une conglomération de plusieurs aspects de facilite d'avoir une vie plus facile pour les LGBTI en ce qui concerne la vie quotidienne, les droits qu'on a dans le droit civil, par exemple, tout ce qu'il est nécessaire quand, par exemple, quand un couple se dispute et après, c'est la grande question qui va avoir le droit de tenir l'appartement. Parfois, ce sont vraiment des questions quotidiennes qui sont très importantes à être réglées, mais bien sûr, surtout, et ça c'est le grand débat politique, les droits fondamentaux, de respecter les LGBTI, full stop. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais les détails sont après dans toutes sortes de règles. Quels sont les moyens de pression dont dispose le Parlement européen pour lutter contre un pays qui pourrait justement faire preuve de discrimination contre la communauté LGBT? Qu'est-ce que vous pensez, hein? C'est l'argent. C'est toujours la même chose, c'est l'argent. Pour l'instant, nous sommes dans les négociations en ce qui concerne le financement de l'Union européenne de l'avenir, mais aussi voilà, les billions, voilà, tout l'argent pour lutter les conséquences de Covid. Et donc, c'est nécessaire toujours insister. Il faut respecter les droits fondamentaux. Il faut respecter les droits de LGBTI. Et voilà, je peux dire, le Parlement européen est fort en ce qui concerne ça. Mais c'est le Conseil, c'est les gouvernements des États membres qui sont parfois zigzagging. Et voilà, vous connaissez la situation. Ce n'est pas facile avec l'Hongrie. Mais il faut dire, at the end of the day, voilà. Même les gouvernements de l'Hongrie et de Pologne, ils veulent recevoir tout l'argent. Et maintenant, ils disent toujours, non, on ne va pas dire oui, mais ils veulent avoir l'argent. Donc, à mon avis, les autres gouvernements, le Parlement européen doit être vraiment strict et rester avec nos droits fondamentaux. Sur le front de la lutte contre les discriminations et les droits LGBT, il y a quand même des avancées. Les Pays-Bas sont devenus, par exemple, le premier État à légaliser le mariage homosexuel en 2001, déjà. Aujourd'hui, 13 pays l'autorisent. C'est le cas de la France, de l'Allemagne ou encore de l'Autriche, votre pays. Pourtant, le mariage homosexuel ne fait pas l'unanimité encore au sein de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on pourrait harmoniser ces pays? 21 pays européens autorisent une forme d'union civile aujourd'hui. 13, le mariage, je le disais. Que peut faire l'Europe et le
Parlement européen pour harmoniser justement cette situation au sein de l'Union européenne? Voilà, c'est une question des compétences. Là, on doit être voilà, strict. Non, voilà, pas strict, on doit respecter les règles. Ce n'est pas facile parce qu'il nous manque la compétence vraiment d'avancer avec la vitesse que j'aimerais bien. Mais encore, coordination, coopération, surtout en ce qui concerne le droit civil, comme j'ai déjà dit, faciliter l'adoption, par exemple, faciliter voilà, toutes sortes de questions en ce qui concerne la vie quotidienne. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand on se souvient, Women's Movement, la libération, l'émancipation des femmes, ça, c'était les choses les plus importantes, l'indépendance des femmes, des époux. Et donc, dans ce cas-là, avec LGBTI, c'est très important qu'un couple a des droits. Et on peut aller à la juge quand il y a des problèmes entre les deux, qu'il y a des règles, qu'il y a un cadre des règles. Et là, on peut vraiment avancer. Et le reste, c'est, comme j'ai déjà dit, surtout la pression des gouvernements pour respecter les droits fondamentaux, pour éviter la situation comme se passe en Pologne. L'autre volet que nous voulions aborder avec vous, c'est naturellement l'égalité femmes-hommes. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du travail, des efforts à faire en la matière. Pourquoi est-ce que l'égalité femmes-hommes n'est pas aujourd'hui une évidence au sein de l'Union européenne? Non, mais qu'est-ce que vous pensez? It's a man's world. Voilà, depuis l'existence homme-femme, c'était toujours un système, plus ou moins partout au monde, un système où les hommes ont dirigé le monde. C'était toujours comme ça. Donc, nous avons des structures, les structures de pouvoir, les structures politiques. Voilà, tout s'est construit autour du pouvoir des hommes. Et donc, même bien sûr, nous avons introduit des règles, des principes, des articles, etc., de respecter l'égalité, mais ça prend du temps. Et il manque encore beaucoup d'instruments vraiment pour avoir une vraie égalité. À mon avis, ce qu'il est nécessaire, c'est beaucoup plus des quotas. Parce que ce sont les femmes qui portent un grand sac qui est très, très lourd et on dit « Ah, maintenant, vous avez les mêmes chances », mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il existe les stéréotypes, il existe vraiment la vraie suppression, la violence contre les femmes. Ça, c'est aussi quelque chose qui est existant. 1 de 3 femmes a une expérience de violence. Et tout cela, ça crée une image où c'est en vérité en réalité beaucoup plus difficile d'être femme et d'avoir vraiment les vraies chances de bien profiter de la vie. Et bien sûr, la question qui s'occupe des enfants, si on a des enfants, c'est-à-dire nous avons besoin de beaucoup de règles qui sont vraiment obligatoires, pas seulement volontaires, pour inspirer les femmes de vivre l'égalité qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, dans quel pays de l'Union européenne l'égalité femmes-hommes est-elle la plus difficile à mettre en place? La plus difficile? Ah oui, ça dépend. Voilà, il y a plusieurs aspects. Il y a, par exemple, on a parlé beaucoup de Pologne, de l'Hongrie et des pays de l'Est, mais en même temps, avec cette expérience de communisme, quand même, les femmes ont travaillé, c'est-à-dire, on a des femmes qui travaillent, c'est-à-dire le pay gap, ça c'est beaucoup plus difficile et la différence en ce qui concerne les salaires, c'est beaucoup pire en Allemagne, par exemple, ou même en Autriche, qu'en pays de l'Est. En même temps, la situation est devenue très, très difficile pour les femmes en ce qui concerne la question violence au pays central de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est différent. Ça dépend des aspects. Oui, ça dépend des aspects. Mais c'est ce qu'on peut dire. La vie la plus confortable en ce qui concerne les droits, l'égalité, bien sûr, c'est au nord. Ce sont les pays scandinaves. Les pays les plus vertueux, oui, mais là, les femmes sont des partenaires. C'est ce qu'on voit. Ils travaillent, mais c'est toujours aussi une question
d'être partenaire, c'est une question de partager la vie. Aussi, la vie qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la vie sociale. Et comment ça s'explique? C'est lié à quelque chose de culturel ou au contraire c'est parce que le gouvernement donne des mesures plus strictes concernant l'égalité femmes-hommes? C'est ce qu'on voit, là où il y a les règles. Là où il y a les règles, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est comme ça. C'est pour les jobs, c'est pour les quotas dans la politique. Et donc, c'est une inspiration aussi pour la vie privée. Merci beaucoup Evelyne Regner d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission podcast, audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.